Radio J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bonjour Mohamed Sifawi. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J à l'occasion de la parution de votre nouveau livre consacré au Hezbollah, paru aux éditions du Rocher. Un ouvrage qui a pour titre Hezbollah de Beyrouth à Paris. La milice prépare son retour. Je voudrais, Mohamed Sifawi, qu'on démarre cette émission bien sûr avec la guerre en cours entre Israël et l'Iran avant d'aborder les liens entre le régime islamique et le Hezbollah. Mohamed Sifawi, qu'est-ce qui pourrait encore empêcher, selon vous, Donald Trump de frapper les installations à la fois balistiques et nucléaires iraniennes, notamment le fameux site d'enrichissement de Fordo dans la province de Qom? Je pense que la décision de Donald Trump est prise sur le principe qu'il faut empêcher le régime iranien de disposer d'une capacité à fabriquer une bombe nucléaire, mais qu'étant un dirigeant qui n'aime pas manifestement la guerre, c'est quelqu'un à qui on reproche beaucoup de choses à juste titre, mais qui a, il faut le dire, cette qualité. Ce n'est pas un va-t-en-guerre, même s'il est très prompt à aller vers un discours un peu viril, un peu des coups de menton qu'on lui connaît, etc. Pour poser les bases un peu dures d'une négociation. Absolument. C'est un peu son trait de caractère. Et simplement, je crois qu'il veut avoir la certitude que, d'une part, la guerre n'est pas un piège. La guerre contre un régime iranien ne sera pas un piège qui pourrait engloutir encore des forces américaines, de l'argent des Américains, comme il dit, etc. Donc l'antécédent 2003 est toujours dans toutes les têtes américaines? Oui, je le crois. Et je crois que lui, qui était opposé d'une certaine façon à cette politique menée par certains de ses prédécesseurs, faire des États-Unis ce gendarme du monde qui va intervenir partout. On sait qu'il a tout fait pour clore le dossier afghan, même au détriment, évidemment, des Afghans opposés aux talibans. On sait que ce n'est pas quelqu'un qui est très attaché aux grandes valeurs universelles, qui n'accorde pas un grand crédit aux grandes idées, les droits de l'homme, etc. Si sont bafoués par les talibans ou par le régime iranien contre des Iraniens, il n'en fait pas un problème. C'est quelqu'un qui a une autre logique, un autre fonctionnement. Là, pour le coup, il n'interviendrait que s'il a la certitude que les Iraniens ne reculeront pas. Et hier, il a eu une réponse assez claire de la part du guide suprême, Ali Khamenei, qui a clairement dit que non seulement il ne reculerait pas, mais qu'en plus, il a menacé les États-Unis. Pas de capitulation. Il a dit qu'il n'y aura pas de capitulation. Mais je crois que après la réunion qui a eu lieu avec l'ensemble des services de renseignement américains, hier soir, Donald Trump est en train, à mon avis, d'affiner un petit peu à la fois sa pensée et d'écouter les différents conseils des uns et des autres, et surtout de gagner un peu de temps pour que les forces soient sur place dans la région et que le dispositif opérationnel soit complètement réunis et prêts à agir. À titre personnel, je pense que Donald Trump va donner l'ordre à son armée de frapper les sites nucléaires qui, évidemment, posent problème en premier lieu. Il appartiendra ensuite à l'armée israélienne de faire en sorte à ce que les missiles balistiques ou les rampes de lancement de missiles balistiques ne soient plus opérationnelles, parce que ça, on l'a vu, c'est un autre problème assez important, moins important que... Et ça déterminera la nature et le volume de la riposte, finalement, iranienne. Oui, je pense que là, les États-Unis ne veulent pas rentrer en guerre. Ils veulent faire une opération militaire très précise, très ciblée, alors que Israël rentre vraiment en guerre. Il y a une semaine de guerre entre le régime iranien et Israël. Et Israël rentre en guerre à juste titre pour ces deux raisons, pour faire en sorte à ce que le régime iranien ne puisse plus représenter une menace stratégique. On pourra en parler probablement, mais le plus important, c'est qu'il faut que les opinions publiques comprennent que cette guerre était, de mon point de vue, inévitable. J'ai eu l'occasion de le dire, je crois même y compris chez vous. À un moment donné, il n'y avait pas une autre possibilité que de frapper le régime iranien, parce que le régime iranien s'est entêté à aller
vers cette logique de nucléarisation de son armée. Il voulait absolument disposer de l'arme nucléaire et dans le même mouvement, depuis la naissance de cette République islamique en 1979, les choses sont très claires. On ne peut pas dire que là, pour le coup, les Iraniens ont fait de la taquilla. Ils ont clairement dit que leur objectif, c'est d'extraire ce qu'ils appellent ce cancer du Moyen-Orient en citant Israël. Israël a toujours été désigné par Khomeini, le fondateur de la République islamique d'Iran, par Ali Khamenei, l'actuel guide suprême, mais aussi par différents chefs présidents iraniens. Notamment Mahmoud Ahmadinejad, mais même quelqu'un qu'on désignait en Occident comme un modéré, Rafsanjani, par exemple, lui aussi disait, par exemple, je cite, que Israël était une tumeur maligne à extraire du Moyen-Orient. Donc c'est une politique, une ligne cardinale du régime iranien. Il y a une volonté clairement affichée et clairement assumée d'aller vers la destruction de l'État d'Israël. Donc c'est une guerre de survie, une guerre existentielle pour Israël ? Oui, et ce n'est pas un mot uniquement ou une rhétorique que lanceraient les Israéliens. Moi, je suis assez stupéfait parfois par ce que me montrent plusieurs élites en France, c'est-à-dire cette incompréhension finalement de la réalité qui se joue au Moyen-Orient, ce que représente le régime iranien, évidemment ce qu'il représente pour les Iraniens, ce qu'il représente comme danger pour les différents pays arabes de la région, notamment les plus alliés ou les plus proches des démocraties, et enfin ce qu'il représente comme danger pour Israël. Et à un moment donné, je suis désolé, si on n'arrive pas à comprendre que de toute façon, avec cette ligne islamiste chiite qui repose sur ce qu'on appelle Vilayat al-Faqih, c'est-à-dire le guide suprême, c'est lui qui est au centre de l'autorité et c'est lui qui décide de tout, et que cette décision d'éliminer l'État d'Israël est une décision stratégique dans le discours, et idéologique dans le discours des mollahs iraniens, c'est qu'on n'a pas assez travaillé son sujet. Je suis désolé de le dire ainsi. Je veux dire, la diplomatie française en premier lieu, mais pas seulement, la diplomatie européenne n'est pas au niveau, parce que les débats qu'il y a depuis une semaine sur la notion de guerre préventive, je suis désolé de le dire, peut-être c'est une voix dissonante que je vais exprimer, ce n'est pas une action préventive, c'est une action défensive que les Israéliens viennent de lancer. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui vous dit « je vais me doter de l'arme nucléaire pour vous détruire » et que vous avez des notes des services de renseignement qui vous disent ils ont la possibilité d'aller vers la fabrication d'une bombe nucléaire dans un délai, admettons, maximal de 18 mois, c'est-à-dire demain, ou à tout le moins, on sait, et les spécialistes savent, que lorsque vous êtes dans un processus d'enrichissement d'uranium, avant même d'atteindre les 90%, vous pouvez déjà, de façon intermédiaire, à un moment donné, être en disposition de fabriquer une bombe sale, ce qu'on appelle communément une bombe sale. Ou alors, dans un délai encore plus court, selon les services américains. Bien sûr, dans un délai plus court. Et regardez ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Le 7 octobre était un plan iranien, on le sait, aujourd'hui. Les services de renseignement l'ont documenté et les services de renseignement occidentaux l'ont documenté. Deuxièmement, le régime iranien qui a construit ce qu'il appelle cet axe de la résistance qui va des Houthis au Yémen jusqu'au Hezbollah au Liban en passant par le djihad islamique et le Hamas à Gaza, mais aussi les milices chiites en Irak et les milices chiites qui étaient actives à l'époque de Bachar al-Assad en Syrie, toute cette armada, tous ces proxys avaient une vocation, c'est d'atteindre Israël et accessoirement certains pays arabes, dont les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite notamment. Est-ce qu'on peut parler d'un changement de doctrine côté israélien, ne plus attendre d'être attaqué comme le 7 octobre ou comme en avril avec ces tirs de missiles balistiques par les Iraniens? Oui, mais encore une fois, pardon de paraître immodeste, je l'ai dit dès le 8 octobre. Et je ne suis pas le seul. Tous les observateurs avertis de la scène moyen-orientale savaient qu'il y aurait un avant et un après 7 octobre. Le gouvernement israélien, et notamment, je dirais peut-être davantage sous Benjamin Netanyahou, a fait énormément
d'erreurs stratégiques. Énormément. Ça, c'est un sujet. L'autre sujet, c'est qu'à partir du 8 octobre, je pense que plusieurs enseignements ont été à la fois digérés et les erreurs ont été comprises. Et à partir de là, oui, il y a eu une nouvelle doctrine qui a été mise en place qui devenait visible. D'abord, le démantèlement de l'arc chiite qui constituait la force, ou en tout cas le poste avancé du régime iranien. Le Hamas et le djihad islamique à Gaza et le Hezbollah au Liban, mais aussi les Houthis au Yémen. Donc déjà, il fallait démanteler ces factions. Ensuite, la situation s'est bouleversée en Syrie, ça a précipité les choses. Il y a eu d'un autre côté une négociation entre les Américains, notamment après l'arrivée de Donald Trump et le gouvernement irakien, pour que celui-ci prenne ses distances avec le régime des mollahs et contrôle évidemment ces milices chiites qui lui étaient inféodées. Jusque-là, ça a fonctionné. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, parce qu'il y a eu une préparation qui était totalement visible en vérité, la préparation qui allait aboutir. Ça a préparé le terrain à ce qu'on voit maintenant depuis 6 jours. Sinon, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Si Israël avait frappé l'Iran alors que le Hezbollah disposait de toutes ses forces, alors que les Houthis disposaient de toutes ses forces et que le Hamas était à son niveau le plus élevé, etc., ça aurait été une autre musique. Passez-moi la trivialité. Là, il y a une suprématie aérienne. Alors, il faut le dire. Évidemment, les dégâts du point de vue de l'image sont spectaculaires en Israël. Et depuis longtemps, Israël ne s'était pas... les Israéliens, en tout cas, ne s'étaient pas réveillés en voyant de tels dégâts. Il y a eu jusque-là, je crois, une trentaine de morts, ce qui est terrible. Mais en vérité, lorsqu'on regarde le ratio d'un point de vue stratégique et donc de manière très froide, pardon, c'est un peu indécent, ce sont des statistiques. Quand vous avez 400 missiles balistiques et 1 millier d'engins volants destructeurs, c'est-à-dire notamment des drones, donc 1400 engins en tout, dont 400 missiles balistiques. Et que vous avez en face, c'est vrai, des destructions dommageables et une trentaine de morts, et à côté, à peu près moins de 1000 blessés, ce n'est absolument rien par rapport à la force qui aurait pu véritablement causer des ravages considérables. Bien insister sur le fait avec nos auditeurs qu'on ne parle pas de roquettes, mais de missiles balistiques. Oui, non, les gens ne comprennent pas pourquoi le fameux dôme de fer. Souvent, dans des conférences, les gens me disent « Mais on a le dôme de fer. » Non, le dôme de fer ne protège pas contre tout et ne protège pas systématiquement. Et ce n'est pas je dirais, avec une infaillibilité totale. D'autant plus que là, c'est le système de défense RETS, Arrow, qui était utilisé pour contrer ces missiles balistiques. Exactement. En plus, la stratégie iranienne, d'un point de vue opérationnel, est très simple. Elle vise à saturer les systèmes de défense, donc à envoyer ce qu'on appelle à travers une opération combinée dans laquelle il y a des engins volants type drone armés, des engins volants type drone non armés et des missiles balistiques en plus de missiles supersoniques capables de dévier des trajectoires, en tout cas d'arriver avec une rapidité extraordinaire. J'ai vu ce matin à la télévision, en direct, vers 5h, 6h du matin, le moment où les Iraniens annoncent qu'une trentaine de missiles a été tirés en direction du territoire israélien. Notamment Holon, et le moment, Tel Aviv et Beersheva. Voilà. Et le moment où les impacts ont lieu, il se passe à peu près moins d'un quart d'heure. Donc, je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer ce que ça représente. Et le fait que le dispositif intérieur israélien qui a été mis en place pour préserver les vies humaines fonctionne assez largement avec un système de défense aérienne assez sophistiqué, cela n'aurait pas, encore une fois, été du même niveau si les autres organisations et les autres proxys étaient là et étaient actifs. Mohamed Sifaoui, qu'est-ce qui compte finalement le plus pour le guide suprême iranien Ali Khamenei? Est-ce que c'est sauver le régime en renonçant au moins à moyen terme au nucléaire, ou est-ce que c'est préserver le programme nucléaire en espérant que les Américains n'entrent pas dans la danse maintenant directement? Alors,
Je crois que, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il y a des images spectaculaires qui ont été créées par les attaques iraniennes. Effectivement, ils ont visé des sites stratégiques, militaires, des sites du renseignement israélien, ce qu'on appelle des zones de souveraineté, etc. Mais observez bien, ils ont visé aussi des lieux où il y a une densité de construction, une densité de la population. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent provoquer des dégâts visibles. Provoquer des dégâts visibles, c'est pour essayer de créer un état de sidération chez les Israéliens pour que les Israéliens fassent pression sur leur gouvernement pour qu'il arrête. Ils savent, le guide suprême sait qu'il va perdre la guerre. Il ne veut pas perdre la face aujourd'hui. Donc c'est aussi pour nourrir la propagande interne. On a entendu les Iraniens expliquer, notamment à la télévision d'État, que l'armée iranienne contrôlait désormais l'espace aérien israélien. Oui, mais là... Qui est totalement faux. Ce qui est faux. Mais là, justement, toute cette propagande vise à essayer de ne pas perdre la population, à créer, et c'est un mouvement qui va se créer, parce que quand vous êtes bombardé, quelle que soit l'idée que vous avez à propos de votre gouvernement, il y a un sentiment naturel où, généralement, beaucoup de personnes vont se solidariser. Ceux qui pensent que la population va se soulever du jour au lendemain et renverser le régime, et d'ailleurs, ce n'est même pas ce qui est attendu. Ce n'est même pas ce qui est attendu, surtout de la part des Américains. Ce que veulent les Américains, c'est renvoyer le régime iranien un peu à l'âge de pierre, faire en sorte à ce que cet État devienne un État fragile, avec une économie fragile, une armée fragile, alors une idéologie totalitaire détestable, mais il appartiendra après aux Iraniens d'assumer leurs responsabilités. C'est-à-dire créer les conditions pour que l'Iran, toute proportion gardée, soit au même niveau que le Hezbollah aujourd'hui. Le Hezbollah est très fragile, c'est la raison pour laquelle, il y a deux raisons pour lesquelles il n'intervient pas. La première, c'est que le Hezbollah n'est pas en capacité militaire d'agir comme il agissait avant la guerre de septembre 2024, mais qui plus est, les chefs du Hezbollah sont un peu vexés par l'attitude iranienne qui leur a demandé des comptes d'abord, qui les a maltraités, les gardiens de la révolution les ont traités de tous les noms et surtout leur en ont voulu d'avoir été infiltrés, ne pas avoir été vigilants au niveau du renseignement, etc. Il y a eu même des enquêtes internes menées par les gardiens de la Révolution après le cessez-le-feu, après l'opération Beeper, mais après le cessez-le-feu de décembre 2024. Et donc, le Hezbollah est très vexé par l'attitude des Iraniens qui subissent, toute proportion gardée, exactement la même chose. Donc, ils n'ont pas véritablement envie d'intervenir, d'autant plus que le régime iranien avait fait le service minimum. C'est très bien. Alors, cette phrase du Hezbollah, on va la citer, c'était ce matin, le groupe terroriste averti de conséquences désastreuses, des conséquences désastreuses qu'aurait une éventuelle élimination du guide suprême iranien Ali Khamenei. Mais à part cela, rien. Pas de roquettes, pas de missiles tirés depuis vendredi. Oui, et c'est très bien, d'autant plus que Donald Trump a dit qu'il ne comptait pas le tuer pour l'instant. Donc, d'une certaine façon, ils disent qu'ils n'interviendront pas. Mais l'axe chiite, l'axe de feu, comme l'appellent les Iraniens, est en train de s'effriter, se désagréger. Oui, complètement. Alors après, moi, je n'écarte pas une hypothèse qui n'est pas suffisamment étudiée, à mon sens. On sait que le régime iranien est le champion du monde de la guerre asymétrique. Et de ce point de vue, il pourrait renouer avec des actions terroristes, donc des actions clandestines, en dehors même du théâtre moyen-oriental. C'est-à-dire peut-être en Occident, peut-être aux États-Unis, peut-être en Europe, peut-être ailleurs, dans le monde arabo-musulman, que sais-je, peut-être en Afrique. Mais en tout état de cause, c'est dans leur mentalité je parle du régime iranien, de se venger d'une certaine façon ou de créer des états comme ça de sidération où des cibles pourraient être visées, notamment des cibles israéliennes ou des intérêts israéliens ou américains pourraient être visés, sans qu'on puisse prouver que ce sont eux qui sont derrière. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, doit participer dans 2 jours, ce samedi, à une réunion de l'Organisation de la coopération islamique à Istanbul. La Turquie, qui par la voix notamment de son président, Recep Tayyip Erdogan, a violemment condamné la campagne militaire israélienne, comparant Benjamin Netanyahou à Adolf Hitler. Est-ce que cette solidarité islamique, Mohamed Sifoui, peut aller au-delà de la rhétorique incendiaire, en l'occurrence, d'Erdogan ? La solidarité islamique, comme vous l'appelez, ne tient que finalement grâce à Israël, qui ne sert
qu'à cimenter aujourd'hui ce qui reste comme pays arabo-musulman capable d'être d'accord sur un sujet. Alors le seul sujet sur lequel ils peuvent être d'accord parfois et encore, c'est Israël, pas tous, puisque les accords d'Abraham ont permis justement de renvoyer un petit peu les tenants du discours nationaliste antisémite et les tenants du discours islamiste le plus virulent dans leur dernier retranchement. Ça sera pour la galerie une Vous ne croyez énième pas une réunion. participation, par exemple, du Pakistan? Oui, quand bien même. Je veux dire, il ne faut pas non plus rentrer dans cette paranoïa parce que ce sont des pays qui sont tenus par ailleurs par leurs propres contradictions. Le régime pakistanais, évidemment, fera bonne impression, notamment à l'égard de sa population chiite qui est très importante et qui est très attachée au sort du régime iranien. Mais il n'ira pas jusqu'à engager ses forces, encore moins ses capacités nucléaires face aux États-Unis, Israël et au monde occidental. Parce que tout simplement, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ce sont des gens qui, fort heureusement, sont pragmatiques. C'est la raison pour laquelle, depuis que l'Inde et le Pakistan disposent de la puissance nucléaire, il y a, c'est vrai, des escarmouches entre les deux pays, mais ça ne dépasse jamais une certaine limite. On l'a vu même lors de la dernière escalade d'il y a quelques semaines. Donc, avec l'intervention diplomatique des États-Unis. Oui, parce que les États-Unis sont capables, encore une fois, de rappeler les Pakistanais à leurs obligations et à leurs responsabilités. Encore une fois, il faut faire attention de ne pas prendre au premier degré toutes les attitudes d'affichage, parce que ce sont des régimes qui sont dans des contradictions. Et quelle est leur principale contradiction? C'est qu'ils tiennent face à leur population un discours islamiste, un discours antisémite, un discours anti-occidental, mais dans le même mouvement, ils sont des alliés conscients de l'Occident, ils ont des intérêts avec l'Occident, et par ailleurs, ils n'ont pas envie de rentrer dans des guerres. Le discours islamiste, dans le cas des Pakistanais, sert surtout à cimenter une société qui, en vérité, est préfabriquée autour, justement, de la question religieuse uniquement. Sinon, on l'appellerait l'Inde. Dans votre livre, Mohamed Sifawi, dont je rappelle le titre « Hezbollah de Beyrouth à Paris, la milice prépare son retour », vous rappelez la classification en 2013 par l'Union européenne de la seule branche militaire du Hezbollah comme organisation terroriste. Ce fut une erreur majeure et la traduction d'une mauvaise compréhension en Europe du rapport interne entre les branches militaires et politiques de l'organisation. Oui, mais c'est une contradiction flagrante, parce que d'abord, lorsqu'on regarde l'organigramme du Hezbollah, qu'est-ce qu'on connaît de l'organigramme de cette milice chiite? D'abord qu'il y a un secrétaire général qui est au-dessus de tout le monde. C'était Hassan Nasrallah, aujourd'hui c'est Naïm Kassim. Et au-dessus de lui, il y a ce qu'on appelle c'est une institution, c'est un conseil consultatif décisionnaire. Et donc ce conseil consultatif renferme en son sein des représentants de toutes les branches, la branche militaire, la branche politique, la branche culturelle, la branche sociale, la branche financière, la branche médiatique. Toutes les branches sont représentées dans ce conseil consultatif décisionnaire. Et donc, c'est une institution qui dirige l'ensemble de ces branches. La branche militaire du Hezbollah n'est pas déconnectée des structures du Hezbollah. Donc, et le chef suprême de cette branche militaire, c'était Hassan Nasrallah, aujourd'hui c'est Naïm Kassim, donc c'est la personne du secrétaire général. Il est à la fois le patron de cette branche militaire, mais aussi de toutes les autres branches. Alors, à quel moment ceux qui veulent voir une différence entre la branche politique et la branche militaire voient cette séparation? Je ne le comprends vraiment pas. En vérité, c'est une distinction artificielle qui n'est faite que pour, je dirais, se donner bonne conscience et délivrer un discours totalement hypocrite afin que la France et l'Europe puissent garder une voix au sein du monde politique libanais. Alors,
Du point de vue du pragmatisme, du cynisme politique, je peux le comprendre. Il y a une forme aussi de complaisance côté français qui a maintenu, la diplomatie française a maintenu le contact avec le Hezbollah en passant par l'autre parti chiite Amal. Ça, c'est autre chose. Cette obsession française à garder une parole et être une voix entendue au Liban est quelque chose qui peut être considéré comme légitime. Encore une fois, jusqu'à la fin de la guerre de décembre dernier. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est recherché ? Ce qui est recherché, c'est le renforcement du pouvoir politique et des institutions libanaises légitimes, notamment l'armée libanaise, et la fragilisation et la délégitimation du Hezbollah pour provoquer à terme son extinction qui doit passer par son désarmement. Donc c'est là où la France, à mon sens, doit jouer un nouveau rôle avec un nouveau logiciel, c'est que le Hezbollah est affaibli comme il ne l'a jamais été, et c'est le moment où justement, considéré comme une organisation terroriste, permettrait à la fois de l'acculer surtout financièrement en Occident, et évidemment de l'acculer politiquement pour qu'il ne puisse plus ressusciter et aider ainsi le pouvoir libanais à avoir une main beaucoup plus ferme contre cette milice terroriste. Et est-ce que vous avez l'impression que le nouveau président libanais, Joseph Aoun, et son premier ministre, Nawaf Salah, sont déterminés et surtout ont les moyens de limiter ce pouvoir de nuisance politique et la capacité de blocage du Hezbollah? Alors, ce que j'en sais, je ne les connais pas personnellement, mais ce que j'en sais par, évidemment, ce qui est dit par ceux qui les ont connus, ceux qui les ont côtoyés, ceux qui ont travaillé avec eux, c'est que ce sont deux personnalités sérieuses dans le paysage politique libanais. Sérieux, c'est-à-dire c'est des gens qui ont une parole, qui ont une vision, qui veulent justement que leur pays avance et qu'ils cessent ou qu'ils sortent de la tutelle du régime iranien. Le drame du Liban, c'est que c'est plus un pays souverain depuis longtemps. C'est un pays qui est dirigé par les gardiens de la révolution, à travers le Hezbollah. Et que le Hezbollah, après avoir été un État dans l'État, est devenu tout simplement l'État. Il était devenu l'État libanais, contrôlant absolument les moindres recoins et mettant main basse sur tous les attributs de la souveraineté de l'État libanais. Donc ça, il fallait le casser. Et en fait, ce ne sont pas les Libanais qui ont cassé cette hégémonie, c'est l'armée israélienne. Et cette armée israélienne a affaibli considérablement et démythifié considérablement le Hezbollah. Donc, ce que je dis depuis plusieurs mois, c'est véritablement le moment de l'achever. Parce qu'on connaît la force de la résilience de ces organisations terroristes. Si vous ne les achevez pas, ils savent toujours ressusciter. Je voudrais qu'on termine, Mohamed Sifawi, cet entretien avec la question terroriste et la menace terroriste en France, sur laquelle vous revenez dans le livre. Vous rapportez notamment un échange avec un cadre du ministère de l'Intérieur sous la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012. Pour lui, la lutte contre le salafisme en France prenait bien davantage le pas sur celle d'éventuels relais du Hezbollah dans le pays. Comment on peut le comprendre ? D'abord, vous faites bien de situer cet échange dans son contexte. Donc il a plus de 15 ans, cet échange. Mais pour moi, il était important de le rappeler parce qu'il y avait un état d'esprit. C'est que pendant de longues années, le djihadisme sunnite, salafiste, a créé quelque part des écrans de fumée par rapport à plusieurs autres sujets. On est dans les années post-11 septembre et la domination d'Al-Qaïda. Ce qui m'a toujours étonné, j'ai l'impression que les bonnes têtes occidentales ne savent pas traiter 2, voire 3, 4 ou 5 sujets simultanément ou en même temps dans une dialectique qui est nécessaire. Quand il y a un sujet, là c'était post-11 septembre dans Al-Qaïda, plus tard ce sera post-Daesh et évidemment les attentats de 2015, à chaque fois qu'il y a un événement, il nous fait oublier tout le reste. Là, par exemple, la crise qu'il y a au Moyen-Orient nous fait oublier qu'il y a une menace terroriste islamiste sunnite, toujours d'actualité. Le terrorisme islamiste nous a fait oublier le danger idéologique que représentent les frères musulmans, par exemple. Là, on en parle aujourd'hui, c'est-à-dire alors que les frères musulmans, ça fait 40 ans à tout le moins, qu'ils agissent en France en toute impunité. J'allais dire presque en toute transparence, oui, puisque c'était au vu et au su de tout le monde. Donc,
en vérité, il y a le sujet islamiste, c'est pour ça que je l'ai toujours pris dans sa globalité, à mon modeste niveau, comme observateur, comme spécialiste de ces sujets, c'est de le prendre dans sa globalité, dans son entièreté, je dirais. Il ne faut pas hiérarchiser, parce que parfois, oui, c'est le Hezbollah et les chiites sous l'égide de l'Iran qui sont un problème. Quelques mois plus tard, ça sera les sunnites plutôt tendance frériste qui vont être un problème. Ensuite, c'est plutôt les cellules djihadistes, salafistes qui vont être un problème. Parfois, c'est plutôt la zone sahélienne qui est un problème. Donc, il faut absolument voir l'islam politique comme un problème dans sa globalité, à la fois dans sa globalité comme problème idéologique, qu'il soit d'inspiration sunnite ou chiite, ensuite un problème de menace stratégique exogène, parce que oui, il représente un danger pour les intérêts de la France au Sahel, au Moyen-Orient et dans plusieurs pays du monde encore, mais aussi comme un problème sécuritaire endogène, puisqu'aujourd'hui, les terroristes sont aussi nos compatriotes, parfois. D'autres fois, ce sont des gens qui peuvent mener ce qu'on appelle des opérations obliques, c'est-à-dire c'est des gens qui ont été formés ou qui sont des islamistes dans des pays voisins, l'Allemagne et la Belgique, on l'a vu avec le 13 novembre, l'Espagne, l'Italie ou que sais-je encore. Donc, la vision islamiste, il faut la prendre dans sa globalité comme une menace idéologique, comme une menace politique, comme une menace sécuritaire et comme une menace géostratégique. Une fois qu'on a compris ça, on va prendre tout le spectre de l'hydre islamiste, l'ensemble du spectre islamiste, et on va englober à la fois les chiites, les sunnites, les violents, les politiques, et agir vraiment de façon générale contre l'ensemble de ces organisations, de ces courants de pensée et de ces États islamistes. Merci beaucoup, Mohamed Sifoui, d'avoir été mon invité ce soir sur Radio J dans Géopolitique Le Mag. Je rappelle le titre de votre enquête très fouillée, publiée aux éditions du Rocher. Hezbollah de Beyrouth à Paris, la milice prépare son retour. Entretien retrouvé notamment sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. Merci, à bientôt.